webinaire. Le webinaire est enregistré pour information. Merci de bien couper vos micros, mais vous pouvez laisser vos caméras hein, si vous n'avez pas de souci de flux. Donc, bienvenue à ce webinaire. On est vraiment content de vous voir aussi nombreux à ce webinaire. Vraiment, ça montre la motivation de la communauté des gériatres pour tout ce qui est de la démarche pertinence des soins et ça fait plaisir. Donc, le webinaire, il va être présenté par les docteurs Jean-Baptiste Bescar, docteur Guillaume Deschasses, docteur Bénédicte Marquand et docteur Samir Boutala, en collaboration avec le réseau santé qualité-risque, hein, ma collègue Laurine que vous voyez à l'écran. Bonjour à tous. Et puis voilà, moi et moi-même. Donc, comme je vous le disais auparavant, il n'y a plus personne en salle d'attente, on va poursuivre. Donc voilà, merci de bien couper vos micros, de laisser vos caméras allumées, il n'y a pas de souci, c'est toujours agréable de voir à qui on parle. Si vous souhaitez la parole, donc comme vous êtes nombreux, levez la main, hein, vous voyez en haut, vous avez un lever la main, donc vous pouvez passer par là, ou alors vous avez la communication dans la discussion en ligne dans Teams que je vous ai ouvert. Voilà. Et puis, sinon, le support, il vous sera envoyé par mail et le replay sera disponible. Pour commencer ce webinaire, je vais laisser la parole donc au docteur Bescar, qui va nous faire l'introduction sur ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, c'est un plaisir de voir autant de personnes intéressées par la démarche Choosing Wisely, qui s'étend au niveau national et qui mobilise à nouveau les gériatres en France. Et c'est vraiment très plaisant de voir autant de monde des Hauts-de-France présent. L'idée sous-jacente à Choosing Wisely, c'est la question du soin pertinent. Pertinent, c'est un mot qui parle à tout le monde, mais qui a... Pardon? Ouais. Excusez-moi, je pense qu'il faut couper les micros, sinon ça Ouais. enregistre. Ouais, moi aussi. Bah pareil, je viens de revenir de réunion, là, j'étais sur l'imagerie. Je ne sais pas si à distance c'est possible de Ça a couper les été tes micros. Ouais, je suis en train. Là, c'est les enfants, c'est pas notre... Bon. Je reprends. Donc, on est sur la question de la pertinence des soins. Mot qui parle à tout le monde, mais qui peut avoir des contenus, des significations variables selon les gens. La définir, c'est pas forcément évident. Hein. On tombe vite dans le yaka faucon, dans des choses assez simples. Et globalement, ce qui est important, c'est de revenir. Excusez-moi, la partage d'écran, coupez-la. Ouais, je vais le remettre. Il y a un petit bug, je sais pas comment ça se fait. Je suis désolé pour tout le monde, hein, ça commence. Bon, on était donc sur la définition de la pertinence. Ah. Alors ça arrive, mais ça mouline. Comment ça se fait? Pour meubler un petit peu, vous verrez, la pertinence, elle a une définition et l'objectif de Choosing Wisely, c'est la décliner de manière opérationnelle autour de 5 actions, de 5 situations très claires. Pourquoi prendre l'aspect de la pertinence? Ça parle énormément aux gériatres parce que enfin, dans notre pratique, on est confronté à des situations, on se retrouve avec des prescriptions, des actions qu'on questionne. Elles ont été souvent mises en place avant qu'on les prenne en charge et on les réévalue. Parfois, on se dit, tiens, est-ce que je vais faire ça ou pas? Et en fonction du profil gériatrique du patient, en fonction de ses souhaits, du contexte, on va ajuster. Donc, je redonne la définition de pertinence, c'est la bonne intervention de santé au bon moment, au bon endroit pour le bon patient, les fameux différents BBBB. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on définit que cette intervention de santé, c'est bien la bonne, qu'on est au bon moment, au bon endroit, entre iPad, SMR, pour le bon patient. Clairement, il faut une opérationnalité, sinon on est dans l'incantation. C'est un enjeu professionnel quotidien, ça c'est sûr, et ça sous-tend la qualité des soins, ça c'est aussi une évidence. Et l'idée, quand même, c'est, là dans cette campagne, je leur dis,
d'opérationnaliser ça pour pas rester dans des discours que n'importe qui pourrait tenir, typiquement des directeurs d'hôpitaux qui ne voient pas de patients. On pourrait tout à fait tenir ce discours. L'idée derrière, c'est plus n'est pas mieux, qui est bien connu, mais c'est bien gentil, mais comment on réduit en toute sécurité et en toute pertinence, c'est l'objet des 5 vignettes. Je vous laisse aller à la diapositive suivante. Ton micro est coupé, Noël. Décidément. Donc la campagne Choosing Wisely, elle est née aux USA en 2012. Donc le but, voilà, c'était vraiment d'améliorer la pertinence des soins. Et à l'initiative de cette démarche, c'était la Société savante de médecine interne, voilà, aux USA. Et puis, au fur et à mesure, enfin, l'idée en tout cas était d'identifier 5 spécialités, 5 prescriptions pour lesquelles il y a des difficultés dans la balance bénéfice-risque qui devaient être réévaluées en fonction des soins, et puis de savoir si le risque était pertinent ou non pertinent, enfin voilà, s'il fallait aller dans cette prescription ou pas. Donc après le mouvement donc a pris, hein, et puis c'est devenu international. Et aujourd'hui, 30 pays s'engagent dans cette démarche, avec plus de 80 sociétés savantes en tout dans le monde. En France, la démarche elle est arrivée en 2014. Et plusieurs sociétés savantes donc, se sont investies dans cette démarche, ainsi que des représentants des usagers. Et puis, la Société française de gériatrie, en fait, a été une des premières, la première d'ailleurs, à rédiger des recommandations. Et puis, avoir aussi des recommandations qui ont été rédigées par des patients partenaires. Le déploiement donc, de ces recommandations a été accompagné par des campagnes d'évaluation des pratiques professionnelles. En France, ça a été un petit peu l'idée. Hein. Beaucoup de pays ont sorti des outils, des recommandations. En France, l'idée a été vraiment de plutôt travailler sur une évaluation des pratiques professionnelles et donc de faire ces campagnes d'évaluation. Ça fait déjà 3 fois que cette campagne se fait en France. Mais c'est vrai qu'au départ, elle était surtout plutôt en Bretagne et puis en Bourgogne. Et donc, pour cette 3e année, voilà, la campagne s'élargit plus sur d'autres régions de France. Voilà le groupe de travail en fait des gériatres qui s'est mis dans ce groupe de travail. Un groupe de travail qui était un petit peu étiolé hein, avec le Covid en 2021 et qui a été relancé. Et voilà les nouveaux participants à ce groupe de travail. Et puis, sans oublier le France Asso Santé aussi, qui est un partenaire dans ce groupe de travail. Hein, et vous verrez avec une recommandation qui va être analysée ou évaluée en fonction de vos souhaits ou pas. Et puis, nous, le réseau santé qualité-risque, en tant que structure régionale de votre région, où on vient en fait en appui pour pouvoir permettre de pratiquer ces évaluations, de vous donner les outils qui vont vous aider. Donc voilà ce que je vous disais, la campagne maintenant, elle s'élargit au niveau de la France. Il reste quelques régions qui ne sont pas encore inscrites. Alors souvent plus parce que la structure régionale d'appui de la région n'a pas pu adhérer à la campagne. Hein, en fait. Donc 5 recommandations ont été travaillées, 4 qui existaient déjà et qui ont été plutôt dans la remise à jour, et une nouvelle qui est sur la pompe à protons. Donc, on a une recommandation sur les antipsychotiques avec, voilà, est-ce que la pertinence, hein, en tout cas la prescription des antipsychotiques chez la personne âgée démente, sur les benzodiazépines au long cours, sur l'inhibiteur de la pompe à protons, une recommandation également sur les bandelettes urinaires, et puis et la prescription d'antibiotiques, et puis la dernière qui est donc la décision partagée. Je laisse de ce fait la parole au docteur Boutala pour nous parler de la première recommandation. Oui, bonjour, oui, je suis le docteur Boutala, donc vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, c'est bon, merci. Alors, concernant la première recommandation donc sur les antipsychotiques, donc en cas de
symptômes psychocomportementaux chez une personne atteinte d'un trouble cognitif majeur. Donc, on comprend maladie d'Alzheimer, maladie apparentée ou l'acronyme MAMA. Donc, les antipsychotiques ne doivent être prescrits qu'en dernier recours et pour une durée définie. Donc, max, normalement, 4 à 6 semaines, ou si une décroissance est possible, bien évidemment. Sur la grille d'évaluation, donc selon les recos des antipsychotiques. Donc là, si on a bien évidemment des patients qui ont plus de 75 ans avec troubles neurocognitifs majeurs, donc si oui, on continue, sinon on arrête. Au moins un antipsychotique, donc si on n'a pas, on arrête, sinon on continue. Donc, et essayer de retrouver donc, les indications de l'antipsychotique. Si on était dans un contexte de troubles psychiatriques, donc soit schizophrénie ou psychose hallucinatoire chronique, qui est beaucoup plus rare d'un point de vue psychiatrique, ou alors troubles bi ou unipolaires, là on peut arrêter le questionnaire. Sinon, si c'est uniquement pour des troubles psychocomportementaux chez des personnes atteintes de troubles cognitifs, donc on continue. Donc là, est-ce que la prescription a été faite dans l'unité ou non? Si c'est non, donc là, est-ce qu'il y a eu une remise en question de cette prescription? Donc là, encore une fois, la pertinence. Et si une déprescription a-t-elle été tentée ou programmée dans l'unité? Alors si oui, donc là, la remise en question a été faite, hein, donc là, le questionnaire s'arrête. Si c'est non, alors pour quelle raison? Donc soit euh, l'indication est à poursuivre, donc les symptômes sont toujours difficiles d'un point de vue comportemental et donc on traite. Traitement pas forcément réévalué, donc là la pertinence pas été remise en question, ou soit aussi, mais plus rare, donc refus même du patient, ce qui est plus rare dans le cas des troubles cognitifs, ou plutôt de l'entourage, et sinon d'autres raisons à notifier. Et si on revient sur la prescription faite dans l'unité, donc là, est-ce qu'il y a une recherche des facteurs déclenchants? Est-ce que ce sont des symptômes vraiment à traiter par antipsychotique ou peut-être par autre chose? Si ça a été recherché, donc là, oui, on continue le questionnaire, tout comme les autres réponses, donc soit non renseigné pour la recherche des facteurs. Est-ce qu'il y a juste eu, avant des mesures non pharmaco, donc c'est-à-dire, les thérapies non médicamenteuses, si, oui ou non, non renseignées? Et est-ce qu'une déprescription de cet antipsychotique est programmée? Donc là, encore une fois, hein, si oui, non, sinon non renseigné. Et donc les indicateurs calculés, donc c'est la proportion de patients traités par antipsychotique, toujours dans le même contexte de MAMA, et prescription, dans l'unité enfin en recherche, hein, donc sans facteur déclenchant et ou pas de mesure, non pharmaco, donc TNM, et sans des prescriptions ou non programmées, et des prescriptions d'antipsychotiques non initiées, dans l'unité et pas de déprescription tentée. Merci. On passe à la deuxième reco, donc benzodiazépine avec le docteur Boscar. Oui, alors pour la recommandation benzodiazépine, j'étais dans le groupe national qui a travaillé dessus avec notamment Clément Lahaye. Et on a aussi fait cette recommandation en lien avec Anne Spinwin qui porte un projet européen sur la déprescription des benzos. Et je suis dans le CSI d'une thèse, dans le jeu d'une thèse sur ce sujet. Donc, on a essayé de mettre les éléments les plus cohérents avec l'état actuel des connaissances et en restant hyper simple. L'objectif, c'est les benzos, ça énerve tout le monde depuis au moins 15 ans. On n'arrive pas à bien avancer dessus et on sent que les leviers sont différents à utiliser. Et on pourrait rester sur une reco facilement applicable avec des indicateurs vraiment simples et des questions rapides. Donc, le rationnel, c'est en cas d'usage d'anxiolytiques ou d'hypnotiques, donc les benzodiazépines et apparentés, on a fixé la durée à depuis plus de 3 mois. Alors, une dynamique de déprescription doit s'engager à partir d'un échange avec le patient, consultation dédiée, consultation IDE, entretien pharmaceutique. On a laissé le patient, on sait que l'entourage joue beaucoup. Quand on arrive sur la grille, vous voyez, on a essayé de rester simple. Il n'y a que 5 questions dans le questionnaire. Les 2 premières visent, enfin les 3 premières visent à obtenir la cible. C'est avoir des patients de 75 ans ou plus avec un anxiolytique de type benzo ou Z-drug et depuis plus de 30 jours. Les 2 premières questions permettent d'avoir l'indicateur numéro 1, le taux de patients sous benzo ou Z parmi les 75 ans et plus dans la structure. C'est un indicateur qui est toujours
très intéressant et pertinent. Et dans tout ce groupe, on voit ceux qui ont plus de 3 mois. Et la quatrième question, c'est est-ce qu'on tente une déprescription? Oui, super, on est content. Non, eh ben, ça, c'est tous les travaux d'Hans Pinwin et de ses collègues. Il y a souvent plein de causes, il y a plein de barrières, il y a plein d'éléments, et on en a mis les principaux. Refus du patient de l'entourage. On n'a pas eu le temps, donc c'est la barrière liée aux soins. Donc, on n'a pas eu le temps, c'était pas la priorité, il y a trop de choses autres à gérer. On veut surtout pas l'arrêter. Parfois, on a essayé, c'était la cata, donc on sait qu'on on le laisse. Et puis, le fourre-tout des autres raisons. L'idée étant de ne pas multiplier les cases à remplir ici avec la possibilité de le donner. Et donc, cette question 4 donne, enfin 3 et 4, ensemble, donne le taux de patients avec benzo de plus de 3 mois sans des prescriptions programmées ou tentées. Donc, 2 indicateurs, c'est le niveau d'exposition aux benzo et Z-drogues de toute la population. Et ensuite, dans ce groupe-là, ceux qui l'ont depuis 3 mois ou plus, combien on n'a pas tenté la déprescription. Voilà, donc un questionnaire simple en 5 questions qui devaient être rapides à appliquer. C'est tout. Merci, docteur Boscar. Ensuite, pour la reco 3 sur les IPP, docteur Marquand. Oui, bonjour. Donc moi, je vais vous parler des inhibiteurs de la pompe à protons. Ce sont des molécules qui sont efficaces, qui ont transformé le pronostic des maladies ulcéreuses digestives. Néanmoins, on sait que justement, comme elles sont efficaces et comme elles avaient bonne réputation, elles ont été largement prescrites. Et souvent, il n'y a pas de politique de déprescription. Donc, la recommandation est que pour toute prescription d'inhibiteurs de pompe à protons au long cours pour une durée au moins de 8 semaines, on doit faire l'objet d'une déprescription si l'indication ne persiste pas. Pour l'évaluation, donc même principe que dans les 2 autres recommandations, on recherche les patients de plus de 75 ans qui ont des prescriptions d'IPP de plus de 8 semaines et on recherche à ce moment-là s'il y a une indication ou pas. S'il y a une indication, on va regarder si la posologie est adaptée ou non. S'il n'y a pas d'indication, on va voir si dans le service, on a prévu une déprescription ou au moins une réflexion par rapport à ça. Et si on n'a pas fait de déprescription, on recherche s'il y a une raison pour laquelle on n'a pas fait cette déprescription. Cette grille d'évaluation va nous donner plusieurs indicateurs. Le taux de patients qui ont des prescriptions de plus de 8 semaines sans indication retrouvée actuellement, le taux de patients avec des IPP depuis plus de 8 semaines avec des posologies qui ne sont pas adaptées, enfin le taux de prescription non pertinente et puis le taux de démarche de non déprescription parce que c'est là où c'est sur ce thème-là qu'il faudra travailler. Et donc, ça nous permet d'avoir une idée de notre attitude par rapport aux prescriptions des IPP. J'ai fini. Merci, docteur Marquand. Ensuite, pour la reco 4 sur les bandelettes urinaires, je laisse la parole au docteur Deschasses. Bonjour à tous. Donc je suis le docteur Deschasses. Moi, je vais vous parler de la bandelette urinaire qui est largement utilisée en pratique clinique, trop utilisée, et qui mène souvent à des faux diagnostics d'infection urinaire et donc des antibiothérapies qui ne seront pas pertinentes. La recommandation 4, c'est qu'en l'absence de symptômes cliniques urinaires, il n'y a pas d'indication ni à une analyse urinaire, ni à un traitement antibiotique. La diapo suivante, c'est l'audit qui est proposé. Alors pour mettre tout de suite d'accord les cliniciens et les qualiticiens, les indicateurs qui vont être calculés avec cette grille, ça va être le taux de patients qui ont eu une bandelette urinaire ou un ECBU non pertinent, et les patients qui ont reçu, des antibiotiques alors que l'examen urinaire n'était déjà pas pertinent. Donc la première étape, ça va être: est-ce que le patient a plus de 75 ans? Pour les patients qui sont en MCO, en médecine chirurgie obstétrique ou en, SMR, est-ce qu'il y a eu un examen urinaire, une BU ou un ECBU qui a été réalisé dans les 7 derniers jours? Pour ceux qui sont en EHPAD ou en USLD, ça va être plutôt dans les
30 derniers jours. S'il n'y en a pas, l'audit s'arrête là. S'il y en a eu un, on va se poser la question du contexte. Est-ce que c'est dans un protocole pré-interventionnel, comme par exemple une endoscopie urologique? Si c'est oui, le questionnaire s'arrête. Si c'est non, on passe au point d'à côté. Est-ce qu'il y a une recherche d'une pathologie métabolique? La bandelette urinaire, ça ne sert pas qu'à rechercher les infections urinaires, ça peut aussi chercher des glycémies, de l'acétose. Si c'est le cas, on stoppe le questionnaire. Est-ce qu'il y avait des signes de pyélonéphrite, par exemple une fièvre, un syndrome inflammatoire, une douleur lombaire unilatérale? Dans ce cas-là, ce n'est pas le même contexte. On stoppe le questionnaire. Est-ce que le patient avait des signes fonctionnels urinaires itératifs ou obstructifs? Il y a 3 possibilités. Donc si c'est oui, l'ABU, le CBU est tout à fait indiqué, le questionnaire s'arrête. Si c'est non, eh bien l'ABU, le CBU n'étaient pas indiqués. Mais il va y avoir une particularité en gériatrie, c'est des patients qui vont avoir des difficultés à s'exprimer, qui ont par exemple des troubles neurocognitifs, éventuellement des troubles du comportement. Et bien, ces troubles cognitifs, ces troubles de comportement vont prendre le premier plan par rapport aux signes d'infection urinaire, signes fonctionnels urinaires. Donc, s'il n'est pas en état de s'exprimer, ça va être la question 5B. Est-ce qu'il y a une modification récente du comportement qui pourrait faire suspecter au clinicien une cystite? Si c'est oui, l'ABU, le CBU sont pertinents, le questionnaire s'arrête. Si c'est non, l'examen urinaire n'a pas été prescrit de manière pertinente. Une fois qu'il n'a pas été prescrit de manière pertinente, on va savoir si une antibiothérapie a été prescrite. Si c'est non, pas d'antibiothérapie. Si c'est oui, c'est une antibiothérapie non pertinente. Voilà pour ce questionnaire d'audit. Merci. Nous avons 2 questions, peut-être on peut les prendre tout de suite. Docteur Manaoui. Alors, votre micro est coupé. Docteur Manaoui. Sinon, on peut prendre la 2e question en attendant, qui est dans le chat. Quels sont les recos pour la psychiatrie? MCO, SSR ou EHPAD USLD? En fait, là, on part sur des recos pour les patients de 75 ans, plus de 75 ans. À la main levée, c'était C'est une erreur. une erreur. Excusez-moi, c'est Sabine Langlois, c'est moi qui ai posé la question. En fait, en psychiatrie, nous, on a un service de gérontopsychiatrie. Est-ce qu'on doit plutôt prendre les recommandations proposées sur le MCO-SSR ou plutôt celles proposées sur EHPAD et USLD? Ça, on en discutera plus tard, mais c'est vous qui choisissez en fait. Vous avez le choix dans les indicateurs, c'est dans la partie méthode, on l'abordera, Ouais. mais très clairement, c'est assez ouvert et vous pouvez l'ajuster. Et, les recommandations ont été pensées pour pouvoir s'appliquer aux différents secteurs de gériatrie, comme on vient de le voir, avec l'intervention du docteur Deschasses qui spécifie par exemple la question 5 qui se sépare en 5A, 5B. Donc là-dessus, ce sera abordé un peu plus tard, vous êtes libre. Oui, c'est pas imposé du tout. La dernière recommandation, donc c'est la recommandation qui a été proposée et rédigée par les représentants des usagers. Donc, en fait, dès les premiers jours d'hospitalisation ou d'entrée en EHPAD, un dialogue sur la nature des soins ou de l'accompagnement à mettre en place doit s'instaurer avec la personne concernée et avec son entourage, si elle le souhaite, afin que ces soins ou accompagnements reposent sur leurs besoins et attentes de la personne. Donc, pour pouvoir répondre et savoir si cette recommandation est mise en œuvre, donc c'est un petit questionnaire en 5 groupes de questions en fait, dont donc le premier groupe de questions, c'est sur la participation du patient aux décisions sur ses soins. Donc vous voyez, il y a quelques questions en dessous. Ensuite, on a aussi tout ce qui est une question sur l'association des proches donc dans les soins, des questions sur la personne de confiance et puis des questions sur les directives anticipées. Donc, c'est une recommandation qui est évaluée en entretien auprès des patients ou des résidents
et qui est fait en lien avec les représentants des usagers. Les représentants des usagers ont eu ces informations au niveau des commissions de France Asso Santé. Donc, ils sont au courant de la démarche. Après, à vous de voir en tant qu'établissement de santé si vous voulez ou pas évaluer cette recommandation avec les représentants des usagers. Merci Noël. Alors, au niveau de la méthode, donc comme le disait le docteur Boscar tout à l'heure, c'est votre équipe qui va s'évaluer sur la ou les recommandations de son choix. Vous allez voir, on va voir juste après le formulaire d'engagement où c'est vraiment vous qui allez choisir vos recommandations en fonction du service que vous allez choisir. Il y a certains services, vous allez choisir certaines recos, d'autres services, peut-être d'autres recos. C'est vraiment libre à chaque établissement. Donc, au niveau du type d'études, donc pour les recos 1 à 4, ce sera sur des audits de dossier un jour donné, où on demande 30 recueils. Sur la dernière, présentée par Noël sur la décision partagée, donc axée plutôt sur les usagers, ce sera des entretiens du coup semi-directifs, où voilà, on demande environ 30 entretiens. Au niveau des professionnels concernés, donc c'est les professionnels de santé exerçant en MCO, SMR, USLD ou EHPAD. Et les patients ou résidents concernés, donc c'est des patients âgés de 75 ans ou plus, vous allez le voir au niveau des questionnaires. De toute façon, si vous indiquez un âge inférieur à 75, vous n'allez pas pouvoir répondre au questionnaire. Donc, c'est des personnes âgées hospitalisées ou résidents de l'EHPAD le jour de l'enquête. Donc, au niveau des sélections de dossiers, pour les recos 1 à 4, le recueil va s'effectuer pour chaque personne âgée de 75 ans ou plus hospitalisée ou résidant dans l'EHPAD au jour de l'enquête. Et l'objectif, c'est d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, 30 recueils par unité ou service. Et donc, on demande de répéter l'enquête un deuxième jour s'il y a un nombre de lits inférieur à 30 dossiers le jour J. Si on continue sur les méthodes, donc après, c'est voilà, la ROCO 5, c'est un peu la décision partagée. Donc là, c'est des entretiens menés du coup par les représentants des usagers ou les représentants des familles ou de résidents auprès des patients ou résidents à partir du coup du questionnaire. Et donc, le rôle des professionnels de la structure, ce sera vraiment d'identifier pour vous les personnes à interviewer en lien avec les représentants des usagers ou les représentants de famille, organiser les entretiens, donc avoir l'accueil des personnes, fixer les dates, etc. Accueillir les représentants des usagers dans le service le jour de l'entretien et saisir du coup les réponses ensuite sur IFORAP. Ça demande une petite organisation quand même et se mettre en lien du coup avec vos représentants des usagers. Et on cible 30 entretiens si possible par unité, par service. C'est Au 10 niveau- entretiens. Excusez-moi, vous avez dit 2 fois 30, c'est bien 10 entretiens Pardon, 10 entretiens, oui, pour la décision partagée, pardon. Au niveau du recueil et des résultats, donc la saisie se fera directement, se fera à partir des dossiers patients via un questionnaire qui est accessible sur notre plateforme d'enquête. Je vais vous présenter juste après la plateforme. Vous allez avoir un lien URL, un lien web d'accès au questionnaire par service que vous pouvez diffuser du coup, qui sera diffusé par le référent à l'établissement, voilà, au service concerné. C'est vraiment, voilà, il y a un lien, vous faites un copier-coller, soit vous pouvez la poser dans un mail, soit via un intranet, voilà, vous avez le choix. Et les résultats, on verra tout à l'heure, mais le rapport est généré automatiquement sur la plateforme IFORAP. Comme vous l'avez vu, en fait, c'est sous forme de logigramme. Les rapports sont exactement pareils. Vous avez une première page avec les deux indicateurs et ensuite le logigramme décliné avec les résultats. Et donc, il y a une confidentialité des résultats. Il n'y a pas de partage ni de comparaison avec les résultats des autres services ou établissements qui participent à la campagne. Et une présentation des résultats agrégés au niveau régional lors du webinaire de restitution. Au niveau du calendrier, donc là, pour s'engager au niveau de la campagne, on vous donne jusqu'au 18 octobre, donc à la suite de ce webinaire, on vous enverra du coup le replay, la présentation et le lien vers le formulaire d'inscription qui sera renseigné du coup en ligne. Il y aura une sensibilisation des usagers et des professionnels. Donc voilà, si vous souhaitez participer, vous évaluer sur la ROCO 5, surtout décision partagée, bien informer votre CDU, vos CVS en amont. Et voilà, on vous laisse un petit temps de communication aussi. On a des outils à vous proposer pour communiquer.
Le recueil de données, ce sera jusqu'au 20 décembre 2024 et ensuite, en début d'année prochaine, on vous proposera du coup un webinaire régional de partage des résultats. Au niveau de la boîte à outils, donc on a quand même pas mal de documents à vous proposer. On a les algorithmes de déprescription, on a des documents d'information pour le patient, on a les recos, les ressources. On a les tutoriels pour l'accès à la plateforme d'enquête, tutoriel papier, tutoriel vidéo. Donc tout ça, vous allez le recevoir. Voilà, si vous vous inscrivez à la campagne, vous allez recevoir par mail un petit kit, voilà, avec des affiches, voilà, pour vous faciliter un petit peu la tâche au niveau de la communication. Au niveau des modalités de participation à la campagne, donc c'est bien sûr ouvert à tous les établissements sanitaires ou médico-sociaux de la région des Hauts-de-France accueillant des personnes de 75 ans et plus. Donc voilà, le formulaire d'engagement, on va le laisser ouvert jusqu'au 20 octobre et vous devez du coup y indiquer les services ou unités participantes, les recommandations sur lesquelles chaque service souhaite s'évaluer et le nom du responsable de l'étude, du référent médical si c'est différent. C'est pour nous, voilà, savoir à qui on envoie du coup toutes les informations. Donc au niveau, on va vous demander du coup le nom d'un référent au niveau de votre établissement. Donc l'idée, c'est que le référent fasse le lien du coup avec l'équipe qualité si voilà, si c'est pas une personne de l'équipe qualité, mais il aura pour rôle de s'assurer du bon déroulement de l'analyse de pratique dans l'établissement. Donc il va communiquer sur le projet au niveau de l'établissement, il va constituer une équipe projet incluant du coup le référent médical, diffuser le lien d'accès au questionnaire aux professionnels concernés, adapter du coup la lettre d'information à remettre au patient. Donc là, on va vous remettre une lettre type et se coordonner sur la remise de ces documents. Et ensuite, ils vont accompagner la mise en œuvre du plan d'action d'amélioration. Et le rôle du réseau, donc pour nous, donc on est là vraiment en appui si vous avez besoin. À réception du formulaire d'engagement, on va vous créer un compte utilisateur par établissement pour l'accès à la plateforme d'enquête. Si vous n'avez pas de compte à l'heure d'aujourd'hui, et créer vos mesures. Donc une mesure, c'est une enquête pour un service donné et pour une reco donnée. Je vais vous présenter la plateforme juste après, selon le périmètre choisi par l'établissement. Et donc, nous, on va assurer un appui technique et méthodologique tout au long de la campagne. Si vous avez besoin, on a laissé nos contacts. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés. Alors, je vais juste vous présenter la plateforme. Je ne peux pas poser une question, s'il vous plaît? Ah oui, excusez-moi. Oui, allez-y, Oui. je n'avais pas vu que vous aviez la main Je- levée. Ah, Excusez-moi. mais je suis désolé, j'insiste là parce que, en fait, je suis le docteur Benrabah, je suis à l'hôpital de Villiers-Saint-Denis. J'ai cru comprendre que vos critères, vous retenez l'âge en premier, 75 ans, mais je trouve que c'est un peu dommage pour nos populations de 65 ans et plus avec des troubles neurocognitifs majeurs qui, eux, sont fortement concernés par la ROCO 1 et 2. Moi, j'ai l'UCC, par exemple, plein de patients qui arrivent avec des psychotropes, des benzos. Il est pertinent d'évaluer cela quand même chez ces patients, mais ils ont moins de 75 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais me permettre, bonjour, docteur Bosquin, je vais me permettre des éléments. C'est en fait des choix stratégiques. Et en effet, l'âge de 65 ans, ou même 60 ans, hein, peut être pertinent dans certains secteurs. Sauf que comme on doit proposer une campagne au niveau national avec des indicateurs qui sont appliqués dans plein de services, ça va pas que de la gériatrie. Par exemple, le CHU de Lille, on a eu des discussions sur est-ce que d'autres services sont intéressés, par exemple la cardiologie. La personne de 65 ans de cardiologie avec benzo, c'est pas du tout la même problématique que celle que vous évoquez. Et du coup, voilà, à un moment, par homogénéisation, il faut des choix à 75 ans. Pareil, hein, aujourd'hui, 75 ans, c'est presque jeune, hein. On sent bien qu'on est plus à 80. Voilà, c'était pour Adolien. La discussion, votre remarque est tout à fait pertinente. C'est l'arbitraire de choix pour le diffuser sur, vous avez vu, quand même presque les 2 tiers de la France dans ce qui peut être MCO, SMR
et structures d'accueil type EHPAD, USLD, UCC et autres, la psychogériatrie, mais c'est pas que la gériatrie. Voilà, donc c'est pour ça. Mais oui, ça aurait été très bien de pouvoir l'appliquer, mais dans ces cas, on aurait dû mettre des nota bene quand c'est UCC. Dans ces cas, on peut baisser jusque. Et là, on vient dans des choses peu lisibles. Mais vous avez raison. Merci. Alors, pour vous présenter un petit peu la plateforme, enfin le formulaire d'inscription. Alors, le formulaire. Vous voyez bien le formulaire à l'écran? Oui, oui. Alors, donc voilà, vous avez le formulaire, donc c'est assez simple, hein, du coup, on va faire un test. Donc, vous indiquez le nom de l'établissement, le référent de la campagne, donc nom, prénom, adresse mail et fonction. Là, vous pouvez mettre un référent médical si, voilà, c'est à compléter s'il est différent du coup du chef de service. Et donc là, on vous demande à quelle échelle vous souhaitez réaliser la campagne. Soit c'est à l'échelle de l'établissement, et du coup, vous choisissez sur quelle situation vous souhaitez vous évaluer. Ou alors, vous allez nous indiquer si c'est à l'échelle des services, donc c'est un rapport par service, le nom du service et quelle situation vous souhaitez évaluer. À chaque fois, et vous pouvez du coup répéter à chaque fois le nom du service et les situations pour lesquelles vous souhaitez vous évaluer. Et ne pas du coup oublier de valider. Ce qui nous permet du coup, nous, d'avoir les infos de notre côté et de vous créer du coup un accès à notre plateforme d'enquête. Donc là, on arrive sur notre plateforme d'enquête. Donc voilà, vous êtes inscrit, on a eu les infos. On vous transmet du coup un login, un mot de passe. Vous allez pouvoir vous connecter. Et ensuite, si on prend par exemple la campagne, voilà, si vous souhaitez vous évaluer sur par exemple choisir avec son antipsychotique, vous allez cliquer. Donc là, par ligne, vous allez avoir le nom de l'outil, le nom de votre établissement et l'entité. Donc là, voilà, j'ai indiqué service 2, service, donc une ligne par service. Il peut y avoir plusieurs services, là, il n'y a aucun souci. Donc le statut en cours, les documents en lien, et vous pouvez du coup directement ajouter une saisie. Donc voilà, vous ajoutez votre saisie. Vous pouvez récupérer un QR code si vous souhaitez l'utiliser dans des affiches de communication. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous avez du coup le lien vers l'accès à l'enquête. Et ensuite, donc, vous pouvez consulter les données qui ont été saisies ou encore voilà, récupérer toutes les données. Donc là, les deux onglets ici, c'est pour récupérer du coup vos saisies. Et ensuite, quand vous cliquez sur l'onglet rapport, il y a le rapport qui se génère automatiquement. Donc avec le nom de votre établissement, le nom du service, la recommandation. Donc là, sur la première page, ce sont les indicateurs. Et on a du coup le détail au verso et on retrouve en fait le logigramme qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez rapide d'accès une fois que vous avez votre login et votre mot de passe. Donc tout est clé en main. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait une question sur le chat. Est-ce important de faire l'enquête sur une journée? Non, comme on vous dit, vous pouvez renouveler sur 2 journées si vous n'arrivez pas à avoir un nombre de patients suffisant. Oui. Une remarque méthodologique. L'idée d'une journée, c'est comme on va parler de taux, si on étale ça sur une semaine, ça va pas être représentatif de l'exposition. L'idée, c'est vraiment d'essayer de capter le maximum de patients d'un service pour se faire une idée de la pratique. Voilà, donc oui, voilà, 1 ou 2 jours, mais pas plus, parce que sinon, il va y avoir des entrées et sorties. Alors, ça dépend des secteurs, mais par exemple, en MCO, en médecine aiguë, en 3-4 jours, parfois, il y a beaucoup de changements de patients. On peut parfois vider la moitié du service en 3 jours. Si ça s'étale trop, ça va. Oui, et donc, on finit sur
2 slides qui se veulent positifs parce que là, l'idée, c'est quand même entre guillemets, donner du travail aux collègues, et ce qui est pas toujours facile. Donc, quand on donne du travail, il faut qu'il y ait quand même le côté gagnant, quoi, parce que à la fin, j'en ai discuté au sein de nos unités. Hein, on dit ouais, il faut trouver le temps. Enfin, on va demander du temps à des gens qui n'en ont pas. L'idée, c'est vraiment là, on a des outils clés en main. Il suffit pour l'instant de s'engager. Juste définir le périmètre et bien comprendre que ça va assez vite. Ça a été démontré juste avant, avec l'avantage, grâce au réseau RSQR, d'avoir un outil en ligne super bien qui vous fait les rapports. Donc, alors, il y a un commentaire, je sais, on pourrait y répondre juste après, mais c'est vraiment facile. C'est-à-dire que ce travail d'évaluation de la qualité, de la pertinence et tout, on sait qu'il faut en faire, on sait que c'est important pour progresser. Il faut éviter de les programmer juste avant l'audit de votre service ou de l'audit de qualité de votre service ou de votre hôpital, et de s'inscrire dans ces démarches. Ça permet d'avoir des rapports et démarches déjà faites, et c'est vraiment facile. Et donc sur la diapositive suivante, voilà, c'est une démarche qualité qui peut se mettre dans la démarche qualité. Ça peut permettre aux professionnels de santé d'analyser et de questionner leurs pratiques sur 5 situations identifiées par la Société française de gériatrie gérontologie, de se situer également. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est voilà, c'est une économie de temps. De toute façon, on doit tous et toutes un petit peu s'engager sur ces démarches qualité, qui est une bonne chose. Essayer de motiver les collègues, c'est plus difficile. Et là, l'avantage, c'est que la pertinence se fait en lien avec les sociétés savantes, en lien avec l'état de l'art. J'espère que ça vous a convaincu. Les 5 questionnaires sont à visée opérationnelle, des questions simples, courtes, ça va vite, pour avoir des indicateurs qui parlent, qui ne sont pas idiots ou questionnables, où on fait à la fin tout ça pour ça. Ils sont corrélés à l'activité technique et à la connaissance scientifique, et encore une fois, avec des rapports clés en main. Et donc, l'objectif, c'est d'inciter les professionnels participants à la campagne à mettre des actions d'amélioration pour réduire les pratiques identifiées comme étant non pertinentes. Parfois, c'est juste, en le regardant, on se fait « Ah bah zut !» et ça remotive à juste se questionner systématiquement sur, que sais-je, IPP, bandelettes urinaires, benzo, psychotropes ou les informations des usagers du système de santé, donc, de nos patients. Voilà. Donc, il y a quand même, ça rentre dans la démarche qu'on trouve gagnant-gagnante, gagnant-gagnant, dans le sens où on y met du temps, mais en retour, on a des choses qui sont utiles et utilisables. Voilà, c'était pour finir sur une note positive. Merci. Merci. Alors, on a une question. L'accord du patient doit-il être signé? Pas forcément, du moment que vous avez l'accord oral du patient, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un accord signé. Après, je pense que dans le document qu'on vous propose, on met l'encart signature, Noël, il me semble. Non, ouais, de mémoire, justement, on avait parlé avec le CAS Bretagne, c'était pas signé, mais voilà, vous avez le document, en fait, comme quoi il a été informé de la démarche. Mais c'est vrai qu'il n'était pas signé. Ensuite, nous avions noté qu'il fallait s'engager avant le 18 et vous avez du coup pour recueillir les données jusqu'au 20 décembre. Ça vous laisse le temps, on va dire, on a compté les vacances de la Toussaint, donc ça vous laisse du coup la période jusqu'aux vacances de Noël. Alors, peut-on mener l'audit de dossier sur plusieurs services pour atteindre les 30 patients un jour donné sur l'ensemble de l'établissement? Du coup, il faudra vous engager via le formulaire d'inscription en indiquant du coup que vous le faites à l'échelle de l'établissement. Après, c'est à vous de voir dans la pertinence, en fait. Est-ce que Ouais. c'est plus pertinent d'évaluer tout l'établissement ou les pratiques d'un service à l'autre vont être différentes? Donc, voilà, c'est à vous de voir ce qui est le plus pertinent à faire dans votre établissement. Si vous êtes un petit établissement avec peu de gériatres et qui fonctionnent pareil, c'est pas trop gênant. Si vous avez différents services complètement, c'est un petit peu comme disait le docteur Bosquin tout à l'heure, de la cardiologie, de la gériatrie,
Enfin, les pratiques vont être différentes probablement. Est-ce que ce sera facile après pour vous dans l'analyse? Est-ce que ça peut être... Et ensuite, pour les 3 premières recommandations, la difficulté en MCO est de retrouver l'ancienneté de la prescription. Oui, alors là-dessus, en effet, hein, c'est pas toujours évident et du coup, en anticipation de cette campagne, il faudra essayer de recueillir l'information. Dans nos services, nous, on a pas mal de conciliation médicamenteuse, donc on a cet avantage d'avoir souvent l'ancienneté grâce au soutien de nos pharmaciens, mais c'est peut-être à anticiper. Et du coup, si c'est un peu compliqué, peut-être pas essayer de viser les 3, mais 1 ou 2 sur ces 3 pour éviter. L'idée, c'est pas de se surcharger de travail, c'est de faire en sorte que l'information qui est fournie est fiable et sans se surcharger et du coup avoir les collègues sur le dos parce que vous aurez donné trop de travail à tout le monde. Voilà, ça, c'est à vous d'ajuster. Cependant, il est quand même, enfin, dans les traitements qui ont été donnés, si le patient ou la patiente ne sait pas donner l'information, souvent la famille ou l'entourage sait très bien le donner. Donc voilà, je pense qu'il faut anticiper le recueil de cette information les jours avant la campagne. Et ensuite, donc, nous n'aurons pas 30 patients de plus de 75 ans sur une même journée. Est-il possible d'étaler la campagne de recueil sur plusieurs jours, plusieurs semaines? Alors, comme le disait le docteur Buscard, c'est 2 jours maximum pour être pertinent. Après, sur plusieurs semaines, ça me semble quand même beaucoup. Inconsciemment, vous allez modifier vos pratiques sur plusieurs semaines et du coup, les résultats risquent de plus être les mêmes en fait. Et ensuite, si on ne parvient pas à trouver 30 patients, par exemple, notre service de MCO n'a que 28 lits, est-ce bloquant? Ouais, soit il faut essayer de faire avec un autre service ou l'étendre à l'établissement. Après, toutes les situations sont variables. Ou est-ce que c'est un MCO gériatrique du coup? Je sais pas. Soit, voilà, l'idée, c'est la même remarque, si ça s'étale trop, en effet, on risque de perturber enfin, ça va perturber la nature de l'indicateur, quoi. La deadline est du 20 décembre. On ne peut pas prolonger, hein, c'est une enquête nationale. Donc là, vraiment, voilà, c'est vrai que quand on fait des enquêtes, en général, on arrive toujours à vous faire un petit peu déborder. Mais là, non, c'est vraiment une enquête nationale, on est obligé de suivre les instructions. Et on a une main levée. En fait, perso, j'ai la même problématique dans mon pôle. J'ai 3 unités de SMR de 21 lits et moi, il me semble pertinent qu'il y ait une évaluation de la pertinence par unité parce que les pratiques ils sont différentes. Sinon, si on mélange le tout, pour atteindre le 30, on va un petit peu diluer, enfin ne pas cibler la problématique et accompagner les équipes. Donc, ma demande, est-ce que je pourrais le faire à 2 jours d'intervalle, à 1 semaine, parce que je pourrais peut-être, avec le turnover, atteindre les 30 dans chaque unité, mais il me faut une dizaine de jours minimum. Je suis un SMR, donc c'est un peu compliqué de le faire le lendemain sur le lendemain. Ce n'est pas un MCO, donc je n'aurai pas 9 patients de plus par unité. On fera remonter de toute façon les difficultés, mais oui, après, mais il ne faut pas que ça s'étende trop, quoi. Il ne faut vraiment pas que ça s'étende trop parce que sinon, ça va perturber les résultats. 10 jours, ça me semble correct. Ça reste, voilà, parce que vous n'êtes que dans le turnover. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait au-delà, après, enfin, vous êtes sur un renouvellement complet après il faut faire attention, quoi. Ma DMS, c'est peut-être 3 semaines, donc ce ne sera pas complet, c'est impossible en SMR. Ouais. Oui, en SMR, oui, vous n'avez pas cette difficulté-là. Mais c'est vrai que sur d'autres services, ça peut être trop compliqué après. Mais oui, 10 jours, je pense, voilà, 1 semaine d'intervalle, ça peut être jouable.
Après, je finis avec la dernière question, je ne vous embête plus. Pour la décision partagée, j'ai cru comprendre. Nous, on a anticipé, nous avons fait, notre CDU s'est passé la semaine dernière, donc j'ai fait une présentation de cette pertinence donc, aux usagers. En revanche, par rapport à leur formation, qui ferait le lien parce qu'ils voulaient avoir les dates, nos RU, ils ne sont pas là tout le temps, pour pouvoir anticiper et être là à votre webinaire. Donc, je ne sais pas qui leur communique la date et comment ça se passe, cette communication avec les RU des différents établissements. En fait, on attendait justement ce webinaire aujourd'hui pour connaître les établissements, puis on va lancer du coup, là vous allez recevoir les formulaires d'inscription. En fonction des formulaires d'inscription, on proposera du coup un webinaire pour les établissements qui choisissent la recommandation décision partagée. On proposera du coup un webinaire spécifique aux représentants des usagers pour les former aussi à l'entretien, etc. Et puis leur présenter un petit peu les modalités des évaluations. Donc l'idée, c'est le webinaire avec les représentants des usagers, ça se fera dans un second temps avec les établissements du coup qui s'engagent sur la recommandation décision partagée pour vraiment faire un webinaire spécifique en petit comité avec eux et les La former du coup aux évaluations. difficulté, c'est l'anticipation pour les avoir disponibles. C'était ça ma question. Parce que moi, ils m'ont posé la question, ils veulent avoir une date assez, le plus tôt possible pour pouvoir se positionner. Parce que si on leur demande d'une semaine à l'autre d'être là au binaire, ils ne vont pas le faire. Ah oui, non, l'idée c'est on leur proposera pas d'une semaine à l'autre, on proposera déjà peut-être plusieurs dates et puis ce sera bien en amont, hein. On va pouvoir convenir d'une date bien en amont, on fera même éventuellement un doodle, ça, y a pas, ils vont être bien prévenus en avance, il y a pas de souci. Merci beaucoup. Il y a encore une question de main levée. Non, c'est la même. Il y a encore des questions? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nombreux ce midi pour cette présentation. Du coup, merci au docteur Buscar, docteur Deschasses, docteur Marquand et docteur Boutala pour la présentation. Et puis, on espère vous retrouver nombreux lors des inscriptions. Donc, vous avez du coup jusque mi-octobre pour vous inscrire. Et puis, on reste disponible si jamais vous avez des questions qui vous reviennent après coup. Et donc, vous allez recevoir par mail le lien, le replay du webinaire et du coup la présentation si jamais vous souhaitez la présenter au sein de vos établissements avant de vous engager. Merci à tous d'être présents. Merci beaucoup. Et merci docteur pour vos présentations. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.